Bonjour et bienvenue à la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Je m'appelle Alexandre Beaupré. Le 22 mars dernier, le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur et l'Association étudiante des cycles supérieurs en éducation de l'Université de Montréal organisaient une table ronde sur les 10 ans du printemps érable. Cet épisode sera donc un peu différent de l'habitude puisque nous vous proposons une diffusion intégrale des discussions qui ont eu lieu durant cette table ronde. Sébastien et moi tenons à remercier l'IRES et l'AX d'avoir accepté que nous rediffusions cet événement et nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cet événement, le LIRES, donc le Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, a habitude d'organiser des événements publics qui portent sur l'enseignement supérieur, souvent sous la forme de conférences données par des experts. Mais aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2022 et il y a exactement 10 ans avait lieu la plus grande manifestation étudiante dans l'histoire du Canada. Les estimations vont de 100 000 à 300 000, dépendant quel quotidien vous lisiez à l'époque, étudiants qui marchaient dans les rues pour s'opposer évidemment à une décision qui était la hausse de 75 en 5 ans des droits de scolarité. Et donc, 10 ans plus tard, certains collègues du LIRES se sont réunis, ils se sont dit, mais ça serait on était impliqués à différents niveaux à cette époque-là et ce serait intéressant de faire un retour sur cet événement. Alors, c'est pour ça qu'on a organisé cette table ronde et nous avons évidemment le plaisir d'avoir Marie-Ève Lefebvre qui va animer cette table ronde. Donc, je me présente d'abord, Olivier Bégin-Cahouette, professeur adjoint en enseignement supérieur comparé à l'Université de Montréal et dans le comité de coordination du LIRES. Et je vous présente notre animatrice, parce que d'habitude, c'est moi qui anime, mais là, je laisse mon poste. Marie-Ève Lefebvre, doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal et aussi membre étudiante du LIRES. Alors, Marie-Ève, je te laisse la parole. Oui, donc merci beaucoup, Olivier. Alors, j'ai vraiment un plaisir pour moi d'aujourd'hui d'animer, en fait, et de vous présenter aussi par le fait même les participants, les participantes de cette table ronde. Donc, vous aurez compris que Olivier Bégin-Cahouette va être participant. C'est une raison pourquoi c'est moi qui anime aujourd'hui. Donc, il est professeur adjoint en enseignement comparé à l'Université de Montréal et cofondateur du LIRES. On a par la suite Alexandre Beaupré-Lavallée, qui est professeur adjoint en administration de l'enseignement supérieur aussi à l'Université de Montréal et aussi cofondateur du LIRES. On a Martin Maltais, qui est professeur en financement et politique d'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. On a Marianne Saint-Onge, cofondatrice et co-directrice d'EFE, EFI. Je ne sais pas comment on le prononce, Marianne, je suis désolée, recherche et consultance. Et on a Pierre-André Boucher-Saint-Amand qui va être là de manière vidéo avec nous, qui est professeur en économie publique appliquée à l'École nationale d'administration publique. Donc, ça nous amène en fait à Pierre-André Boucher-Saint-Amand qui nous a fait en fait un vidéo pour commenter le budget, dans le fond, pour répondre aussi aux questions de la table ronde, étant donné qu'il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc, Olivier, je te laisse. Oui, je vais partager mon écran. Donc, Pierre-André Oui. Bouchard-Saint-Amand, qui ne peut être avec nous aujourd'hui parce qu'il commente le budget aujourd'hui, on est en jour de budget, mais qui a enregistré effectivement cette vidéo. Donc, je vais partager mon écran. Je vais, excusez-moi, aller vers la conférence. Voilà. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner. Je vais me mettre en plein écran. Et voilà, c'est parti. En 2012, je n'étais pas vraiment impliqué. Je terminais mon doctorat, j'étais en Ontario à l'époque, donc je suivais le conflit de loin. Très certainement comme spectateur intéressé et comme ancien du mouvement étudiant, comme on dit chez nous, comme has-been. Et j'ai fourni quelques conseils à quelques reprises là, aux différentes fédérations étudiantes, notamment parce que le dernier conflit de grève, j'avais contribué à l'organiser. Donc, un peu comment on fait ça. Hein? Le dernier conflit, c'était en 2005, 2012. C'est celui auquel on fait référence. Donc, quoi faire, comment organiser ça là, sur le plan des opérations, et ainsi de suite. Puis, quand arrêter, quelles erreurs on a fait, comment changer ça, ainsi de suite. Donc, aider, en fait, les organisations, au contraire, à prendre des décisions. Et bien sûr, tout le crédit leur revient, là, je sais très clair. Moi, je restais spectateur intéressé. Donc, peut-être un des éléments auxquels j'ai participé, une des contributions que j'ai faites, c'est une prédiction. Alors, en novembre 2012, 23 novembre 2012, j'ai écrit un texte dans le Devoir
où je disais que l'annonce du gouvernement d'augmenter les frais de scolarité à l'époque avait toutes les caractéristiques d'une annonce qui allait générer une grève. À l'époque, j'avais employé les mots sanglants, une grève sanglante. Donc. Et en rétrospective, je ne me suis pas trop trompé. Alors, peut-être une leçon pour retenir, ou un outil utile à retenir pour ce genre de prédiction. Moi, je m'appuie sur deux dimensions pour faire un test, à savoir s'il va y avoir une grève étudiante ou non. La première composante est, est-ce que le gouvernement prend une décision qui va pénaliser une grande majorité d'étudiants post-secondaire, que ce soit au cégep ou à l'université? Donc, une augmentation des frais de scolarité, une réduction des bourses, une mesure donc qui a vraiment un impact très large sur l'ensemble de la communauté étudiante. Premier critère. Deuxième critère, est-ce que le dernier gros conflit étudiant remonte à assez longtemps? Alors, il y a une dimension de mémoire et d'usure dans ça, je pense, en lien avec d'abord l'usure étudiante, c'est-à-dire ceux qui ont vécu un conflit n'ont pas nécessairement envie d'en faire un autre, mais aussi une usure de mémoire sociale, c'est-à-dire que lorsqu'on vient de vivre un conflit, peut-être comme celui de 2012 ou les autres d'avant, on va se rappeler dans les officines du gouvernement et de l'appareil public que c'est quelque chose d'extrêmement coûteux socialement. Et donc, ça prend une espèce d'étiolement ou d'usure de mémoire avant qu'on puisse en envisager un autre, qu'on ait une autre décision de cette nature-là. Et si on fait l'historique des conflits étudiants au Québec, ces deux questions-là répondent parfaitement en fait aux différents critères, aux différents conflits qu'il y a eu et qui n'ont pas eu lieu aussi. Alors, des fois, on a vu, 2007, là, si je ne m'abuse, une tentative de grève étudiante, on ne répondait pas à ces critères-là et le conflit n'a pas fonctionné. Donc, ce n'est pas une affaire de temps d'organisation étudiante, ce n'est pas une affaire de faction puis d'organisation, et ainsi de suite. Je pense qu'à la base, ça prend vraiment une frustration très grave et une ambition de la mettre de l'avant. Pas tant que ça, parce que le gros de mon parcours était déjà décidé à ce moment-là. J'étais déjà en train de faire mon doctorat. Peut-être, je pense que j'étais à la 3e année de mon doctorat, donc j'étais déjà bien aligné pour une carrière professorale. Mais je préciserais peut-être de manière un peu plus large que c'est le mouvement étudiant qui m'a fait découvrir les sciences sociales. C'est-à-dire qu'avant de passer là, par la machine d'implication étudiante, je vais dire ça comme ça, j'étais un mathématicien pur et dur en sciences pures qui s'intéressait aux ordinateurs puis à l'analyse, si on veut, aux mathématiques appliquées, mais sans plus. Et c'est vraiment à force de questions touchant en fait la condition étudiante que j'ai tranquillement pas vite migré vers l'économie, plus spécifiquement la théorie économique de l'intervention de l'État, pour voir en fait comment on pouvait mettre à service des mathématiques aux besoins en fait de questions sociales. Donc, peut-être de manière un peu plus large, très certainement, mon passage dans le mouvement étudiant a influencé ma carrière. Deuxième dimension, par contre, c'est qu'à la suite du conflit étudiant de 2012, là, rappelez-vous que le parti politique de l'époque a perdu ses élections et a été remplacé par un autre parti politique qui, lui, a décidé de faire un sommet là, avec des chantiers, notamment sur la question de la tarification étudiante et ainsi de suite. Et on m'a nommé président de ces chantiers-là pour faire une réforme, en fait, de l'aide financière aux études. Et cette réforme-là tient toujours, elle est toujours en vigueur, là, si on veut. Et certains diagrammes que j'ai développés pour ce rapport-là, ce travail-là, en fait, qui avait été fait avec les associations étudiantes et le gouvernement, me servent encore aujourd'hui dans certains travaux de recherche. Alors, j'ai développé, en fait, dans cette histoire-là, une représentation graphique du régime de prêts et bourses qui est fait office aujourd'hui, peut-être pas me péter les bretelles, mais qui sert assez bien à expliquer en fait comment fonctionne le régime. Donc, certainement, cette dimension-là aussi joue en fait dans mon parcours universitaire. Excellente question. Il a transformé l'enseignement supérieur, aucun doute. Et je mentionnerai 4 points de transformation. D'abord, il y a eu une importante judiciarisation du conflit.
Avant cette grève étudiante-là, on ne parlait pas de questions de droit de grève, de droit des étudiants à aller en classe ou même de recours aux tribunaux pour avoir accès à ces cours et ainsi de suite. Et il y a eu un nombre important, en fait, de requêtes aux tribunaux, je ne me souviens plus du nombre exact, d'urgence pour accorder le droit aux dissidents de cette grève-là d'aller à leur cours. Et ça, c'est une cicatrice qui, à mon sens, demeure dans le tissu juridique du Québec qui mériterait une discussion plus pérenne. Deuxième des choses, c'est qu'il y a un contrat social. Il y a un nouveau contrat social. Alors, le gouvernement a laissé tomber cette augmentation importante de frais de scolarité-là, mais il y a eu une indexation des frais de scolarité à plus ou moins 3 % par année depuis. Et c'est le nouveau contrat. Personne n'en parle, mais ça augmente. Les étudiants ne se plaignent pas, les universités ne se plaignent pas. Il n'y a pas tant de discussions sur la tarification étudiante depuis. Et implicitement, là, c'est mon troisième point, ce conflit-là a réaffirmé que la tarification étudiante est une voie de financement des universités qui est difficilement applicable au Québec. Alors, peut-être qu'on aime, peut-être qu'on n'aime pas. C'est dans notre culture latine. Là. On fait des manifestations quand on n'aime pas des politiques publiques, et celle-là, très certainement, en fait partie. Et le dernier point, c'est que je dirais que l'avènement des réseaux sociaux a complètement transformé les modes d'organisation, que je dirais plus militants. Là. À l'époque pré-Facebook, je vais dire ça comme ça, puis là, allez savoir, il y a peut-être une autre affaire plus moderne de nos jours, mais pré-Facebook, il fallait littéralement être sur les campus pour organiser des manifestations étudiantes. En 2012, j'ai vu de mes yeux une manifestation s'organiser sur Facebook en une journée avec 15 000 personnes présentes à Montréal. Alors évidemment, le conflit a déjà démarré à ce moment-là. Là, je veux pas enlever du crédit aux organisations étudiantes, et ainsi de suite. Mais c'est certainement un outil qui facilite une coordination décentralisée qui n'existait pas avant 2008-2007 peut-être. Et donc ça change beaucoup la donne parce que c'est plus difficile pour une organisation étudiante d'abord d'organiser son mouvement parce que des fois, il faut dire on va en grève, mais des fois, il faut dire il faut arrêter. Alors, si on veut avoir un pan de négociation, en quelque sorte, il faut avoir cette dimension-là en main. Et c'est plus difficile de nos jours. Donc, s'il y en a qui n'aiment pas les fédérations étudiantes, par exemple, là, peut-être que c'est une bonne nouvelle pour eux. Alors ça, je dirais, c'est le quatrième point, certainement, qui a influencé le conflit. Très certainement, je pense qu'il va y en avoir d'autres s'il y a d'autres mauvaises décisions qui vont être prises. Et peut-être qu'on apprendra d'autres choses des conflits à venir. Dans tous les cas, bonne réflexion sur cette question-là. Puis, merci encore à l'équipe du LIRES pour l'invitation. Merci. Ça met bien la table. Je redonne donc la parole à Marie-Ève. Oui, ça fait vraiment une belle mise en contexte. Ça rappelle en fait vraiment qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et en fait, pour la suite, c'est vraiment sous forme de table ronde qu'on va procéder. En fait, on a 3 grandes questions. Puis, individuellement, chaque personne va être amenée à répondre à la question. Donc, pour la première question, où étiez-vous et que faisiez-vous au printemps 2012? Je ne sais pas si c'est plus facile. C'est préférable que tu dises qui. OK, ben, je vais commencer avec Marianne Saint-Onge. Puis je vais chronométrer aussi le temps, c'est à peu près 2 minutes par personne. Je vais respecter le temps imparti. Merci Marie-Ève. D'abord, je vais commencer par remercier le LIRES d'organiser cet événement-là de rappel ou de commémoration des 10 ans du printemps érable. Et merci de m'avoir invité parmi les personnes qui sont ici aujourd'hui. Donc, moi, en fait, j'ai été une manifestante et militante, pas dans l'organisation, mais assez active durant le printemps érable. Et j'avais 2 chapeaux, dans le fond, relatifs en lien avec cet événement-là. J'étais d'abord moi-même étudiante au doctorat. J'étudiais, en fait, moi, j'ai fait une thèse sur les politiques publiques en matière universitaire et je m'intéressais au fondement de l'université et à ses finalités. Donc, vous pouvez comprendre que le mouvement qui prenait de l'ampleur, et je vais revenir là-dessus dans le deuxième tour de parole, mais était très stimulant pour moi, en ce sens qui questionnait vraiment le rôle de l'université et qui, à mon sens, a largement dépassé la question là, de l'accès
à l'université sous l'angle financier, quoi. L'autre chapeau que j'avais, c'était celui de chargé de cours dans une faculté d'éducation. Donc, j'enseignais à des futurs enseignants. Et je dois dire que j'étais très fière que les étudiantes et étudiants de mes cours fassent partie des premières associations étudiantes qui avaient déclaré la grève, donc dès février. J'ai vécu un chamboulement aussi dans ce rôle-là. Et je reviendrai dans le deuxième tour de parole à ces faits-là, alors que j'ai été confrontée à un rapport à l'institution très, très intense pour moi, où le corps professoral s'est vu imposer, là, un peu comme Pierre-André l'expliquait dans sa vidéo, des injonctions où on était confronté dans cette lutte intestine à devoir respecter une part d'injonctions puis nos valeurs. Et c'est un élément quand même important qui a défini, moi, le reste de mon parcours. Donc, je vais revenir sur ce rapport complexe-là que j'ai vécu là, au sein de l'institution, alors que les protagonistes d'un même lieu sont eux-mêmes mis en scène dans une lutte. Voilà. Ton micro, Martin. On ne t'entend pas, par contre. Oui, c'est pas pour des raisons technologiques. Alors, voilà. Écoutez, moi aussi, je suis membre du LIRES, mais je remercie Olivier puis toute l'équipe de cette initiative parce que c'est vrai que c'était une période hyper intéressante puis qui mérite d'être abordée. Puis c'est une occasion de raconter des choses qu'on a vécues puis de commencer aussi à les décanter puis à placer les pièces de choses qu'on a vues puis qu'on a observées un peu de façon détachée. En 2012, au moment où le gros de les manifs se produisent, moi, je suis vraiment à un tournant de ma vie, un des plus importants tournants de ma vie. L'année 2012, c'est l'année où je termine ma thèse de doctorat. Puis je la dépose en août cette année-là. Au moment de la grève puis des manifs, je suis aussi dans un contexte où ma conjointe, avec qui je suis marié depuis un certain temps à ce moment-là, a eu un deuxième enfant et elle a décidé, après son doctorat, de retourner faire médecine. On vient d'emménager dans une maison que je viens de terminer de construire et depuis à peu près une dizaine, 10-12 ans, en marge de ma production de maîtrise puis de doctorat, j'ai progressivement commencé à colliger des données sur les universités. Ma thèse porte sur les universités à ce moment-là, sur la politique de bimodalité de l'UQAM sur une période donnée. Et en parallèle, j'avais monté une expertise sur le financement des universités, des bases de données. J'en avais beaucoup. Et progressivement, à partir de 2010, j'avais commencé à avoir de plus en plus de contrats de différents groupes d'intérêt. Puis c'est un peu comme un poisson dans l'eau qui ne réalise pas dans l'univers dans lequel il est, puis ce qui est en train de se passer. C'était très naïf et candide. J'avais juste beaucoup de contrats. Puis au moment où la grève s'est amorcée, je me suis aperçu que plein de gens sortaient des chiffres qui venaient de mes travaux de recherche et de mon équipe. Et ils ne disaient pas tout le temps la même affaire avec ces chiffres-là. Ils les coloraient de plein de façons. C'était hyper intéressant. Et à ce moment-là, ça a même été un autre élément que je vivais qui était particulier avec mon frère qui était en entreprise. J'avais mis beaucoup de sous sur lui, puis j'étais en train de perdre ces sous-là. Fait que je m'étais dit qu'il fallait que je finisse ma thèse cette année-là. Et ça a été le meilleur moment pour la finir parce que ça m'a propulsé dans une autre carrière qui est celle d'abord qui a été celle de conseiller politique parce que le changement de gouvernement a amené celui de Pauline Marois à prendre le pouvoir, puis à Pierre Duchesne à l'automne de devenir ministre. Et je suis devenu conseiller de Pierre Duchesne. J'ai été actif dans la résolution de cette crise-là, puis conseiller pour la recherche et l'innovation au Québec. Fait que c'est, voilà, comme première réponse, c'est celle-là que je vous ferai. Merci beaucoup, Martin. On passerait maintenant à Alexandre. Merci au LIRES d'avoir organisé cette activité. C'est super le fun. Oui, puis je suis d'accord avec tout le monde. C'est vraiment un moment qu'on peut regarder 10 ans plus tard en se disant que ça a changé le système, mais ça a un peu changé la société aussi. Il y a encore des rappels aujourd'hui. J'entendais ce matin des étudiantes de bac qui étaient au primaire, disons-le, au moment où ça s'est fait, dire dans les couloirs qu'elles avaient hâte de ressortir les casseroles. Il y a des trucs qui ont frappé l'imaginaire. Les carrés rouges, ça a frappé l'imaginaire. Moi, un peu comme, en fait, j'avais fait comme
Pierre-André Bouchard Saint-Amand, beaucoup de mouvements étudiants. J'ai fait du mouvement syndical, j'ai fait du mouvement municipal. Et en 2012, ça faisait 1 an et demi, j'étais au doctorat, que j'avais commencé à faire de l'argent comme consultant. J'étais plus un étudiant en situation de pauvreté. Et lorsque j'ai vu ça monter, moi, autant Martin, sa consultance est auprès des groupes d'intérêt. Moi, mes services conseils étaient auprès des établissements collégiaux et universitaires. Donc, j'ai pu voir l'émergence à la fois 1 an à l'avance lorsque les discussions ont commencé sur il paraît que les frais de scolarité vont augmenter, il paraît qu'ils vont nous donner plus d'argent. J'ai eu le plaisir, en guillemets, de voir ça arriver et de voir la réaction de l'intérieur des établissements chez les clients, ce qui m'a en même temps réhappé un peu vers le mouvement étudiant parce que, je ne sais pas, la crise m'a ramené. En préparant aujourd'hui, je me demandais s'il y a un moment exact où j'ai décidé que finalement, peut-être que le conseil, ce n'était pas pour moi. Dans cette période-là, j'ai postulé puis j'ai obtenu le poste que j'ai eu aujourd'hui alors que je n'avais pas terminé. Puis je faisais 1 million d'affaires à ce moment-là. Moi, je me destinais à faire du conseil en gestion. Et un peu comme Martin, ben, cette époque-là, ça n'a pas été le déclencheur, mais ça a été en combinaison avec plein d'autres facteurs personnels qui ont fait que ça va être difficile à oublier comme moment dans ma vie, en tout cas. Merci beaucoup, Alexandre. On passerait finalement à Olivier. Merci beaucoup. Je vais remercier l'IRES, moi aussi, c'est rendu une ouverture. Alors, moi, il faut comprendre que 2012, on parle de 2012, mais il faut comprendre que ça commence en 2011. Hein. Puis quand Pierre-André, tantôt, il a dit novembre, c'était novembre 2011. Donc, à l'automne 2011, moi, je termine ma maîtrise en affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Donc, je suis aussi à l'extérieur du Québec. Mais je finis ma maîtrise et tout de suite après, je commence à travailler comme conseiller à l'international au Cégep de l'Outaouais. Donc, pendant la grève étudiante, je suis pas un étudiant. Je suis personnel professionnel et je suis comme obligé de rentrer sur le campus pour aller travailler. En même temps, je prépare mon entrée au doctorat à l'Université de Toronto parce que j'ai fait une demande pour rentrer au doctorat dans un programme en enseignement supérieur, donc doctorat en enseignement supérieur à l'Université de Toronto. De mon côté, je viens d'un milieu assez privilégié. Mes 2 parents étaient profs d'université. Je n'avais jamais eu besoin de travailler pendant mes études autres que l'été. J'avais eu même une bourse de CRSH à la maîtrise. Mais je venais d'une famille assez conscientisée. Moi-même, j'étais assez à gauche et très conscient de mes privilèges. Et j'étais en couple avec une personne qui faisait son doctorat aussi, mais qui, elle, s'écroulait sous les dettes, alors que moi, j'accumulais, je sortais de ma maîtrise avec un surplus et non pas des dettes. Mais c'était complètement injuste pour... J'ai donc porté le carré rouge et j'ai marché à de nombreuses reprises avec les étudiants à Québec et à Montréal. Et c'est là où j'étais. Mais ça a beaucoup influencé la suite de mon parcours et je vais attendre un peu avant de vous en parler. Merci beaucoup. On voit que l'influence de cette époque-là est quand même importante, autant professionnelle que personnelle identitaire. C'est vraiment très intéressant de vous entendre. La deuxième question, vous avez un peu plus de temps qu'on a laissé, c'est 5 minutes par personne, donc allez-y comme vous voulez. Comment le printemps érable a-t-il influencé votre parcours universitaire et professionnel? Marianne en premier. Oh, j'ai cette chance à nouveau d'être la première, merci. Comme je disais tantôt, moi, au départ, j'étais vraiment emballée par le courant que prenait le mouvement étudiant parce que, comme je disais, à mon sens, il dépassait largement la question financière des droits de scolarité d'augmentation des droits de scolarité qui avaient été imposés par le gouvernement d'alors, pour aller vers des enjeux sociaux beaucoup plus vastes, donc l'accès qui n'est pas juste une question d'argent, mais aussi une question de justice sociale. Là. On voit encore aujourd'hui que ceux qui réussissent moins bien à tous les niveaux d'enseignement, c'est ceux qui ont eu moins de chance auparavant. Donc, moi, je voyais cette espèce de discussion sociale qui s'entamait. Je trouvais ça très stimulant au plan intellectuel. C'était en lien avec ma thèse qui portait sur les finalités de l'université dans la société actuelle. Et je voyais que c'était un terreau très fertile pour discuter de cette idée d'université au plan philosophique, au plan idéologique, et de voir, en fait, un peu comme Pierre-André disait dans sa vidéo, là, de discuter du contrat social qu'on voulait voir émerger là, de l'université.
dans la société. Pour revenir à ce que je disais tantôt, j'ai été très choquée, voire chamboulée, moi, par l'opposition des protagonistes dans une même institution. L'institution étant l'université, je ne parle pas seulement des établissements, mais cette opposition entre une vision du bien commun, dont je pense, le mouvement étudiant se faisait porteur, donc une vision de bien commun qui est rentrée, à mon sens, très en conflit avec une autre valeur, celle des droits individuels qui est incarné par un autre mouvement, surtout étudiant, mais social aussi. Et en fait, il y a quelque chose de normal là-dedans. Dans un débat, c'est toujours des valeurs ou des idéaux qui s'entrechoquent et les groupes se forment selon la préséance qu'ils donnent à une valeur ou une autre. Donc, il y a quelque chose de normal là-dedans. Mais moi, la violence de ce choc-là, je l'ai trouvé très intense et j'ai été marquée aussi dans la judiciarisation du conflit, mais aussi dans son avènement, dans la façon dont ça s'est terminé. J'ai été étonnée de voir le poids relatif que ça prend. Donc, si peu de personnes qui veulent défendre un droit individuel pour autant de personnes qui veulent réfléchir, en tout cas, ou sinon mettre de l'avant une idée de bien commun et collectif. Donc, pour moi, l'influence que ça a eu sur mon parcours personnel et professionnel, ultimement, c'est que ça a ancré cette prise de conscience-là de l'importance qu'ont pour moi les valeurs de justice sociale et d'équité et de l'importance que ça peut avoir de mettre de l'avant le contrat social que l'université a avec ses commettants, mais aussi au sein de la société. Et je pense que petit à petit, sans que ça ait été un impact direct, mais un peu plus un déclencheur, comme disait Alexandre tout à l'heure, un déclencheur pour moi, ça a été je pense que j'ai cherché petit à petit à trouver un poste professionnel qui me permettrait d'avoir une influence ou en tout cas de traiter vraiment ces enjeux-là de justice sociale, d'accessibilité, mais au-delà de l'aspect financier, que j'ai cherché en ayant des postes à l'université, à Québec par après et même ailleurs dans le monde. Et que j'ai finalement trouvé, jusqu'à preuve du contraire, c'est là où ça me correspond le plus, mais que j'ai trouvé une incarnation de ça en partant de ma propre compagnie. Marie-Ève, c'est EFE. C'est pas facile à dire, mais c'est EFE pour Éducation, Formation et Emploi. Donc, une compagnie, j'ai parti avec deux associés chercheurs où on s'intéresse vraiment à ces questions-là de justice sociale avec des acteurs, des protagonistes des milieux qui essaient de défendre les gens qui sont marginalisés par les systèmes d'éducation, mais aussi qui essaient de réfléchir à des structures alternatives de scolarisation. Et moi, c'est un intérêt qui m'habite toujours. Donc, à l'issue du printemps érable, de voir que les structures ou l'institution, à mon sens, bien humble, n'a pas répondu à une attente sociale. Donc, d'essayer de voir est-ce qu'il y a des alternatives aux structures éducatives, notamment dans l'université. Donc, voilà comment moi, ça a influencé mon parcours. Merci beaucoup, Marianne. C'est vraiment intéressant. Il y a comme une belle ligne directrice dans tes expériences. Je trouve ça vraiment fascinant. Martin serait amené à commenter maintenant sur la question qui, je rappelle, comment le printemps érable a-t-il influencé ton parcours universitaire et professionnel? C'est central dans mon cas. Il n'y a pas de demi-mesure sur cette question-là. Il faut comprendre au moment où les choses se produisent qui je suis à ce moment-là. Je suis d'abord et avant tout un étudiant de première génération. Qui est arrivé au baccalauréat à la fin des années 90 avec aucune connaissance réelle de ce qu'était l'université, qui a découvert le deuxième et le troisième cycle pendant cette période-là, qui s'était dit qu'il allait y revenir ultérieurement, qui a fait de représentation étudiante par engagement social, etc., puis avec des grèves, des manifs. Puis j'avais été aussi au Conseil des études de l'Université du Québec. À l'époque, Pierre Lucier était président. Puis ça a cristallisé ma relation avec l'université. L'université, pendant que j'ai fait ces 2 mandats-là au Conseil des études, j'ai réalisé que l'université pouvait être un objet d'étude et de recherche. J'ai réalisé à quel point j'aimais cette institution-là profondément, que ça m'habitait, que c'était comme une quête depuis que j'étais tout petit. D'être dans un milieu où il y a beaucoup de savoir. Puis par la suite, j'ai été enseigné dans le Nord, je suis revenu, j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, j'ai développé les axes de recherche que je vous décrivais tout à l'heure. Puis en 2012, quand la crise est arrivée,
J'avais full contrat. J'ai terminé ma thèse dans un contexte très difficile puis très particulier dont je vais vous épargner pour l'instant les détails. Avec tout ce qu'on vivait sur le plan familial comme changement, puis le fait que mon épouse commençait médecine, et de fil en aiguille, par un paquet de concours de circonstances, puis aussi de travail, parce que depuis déjà 10 ans, j'avais observé un certain nombre de problèmes dans les universités. La trame que je prenais, c'était celle de dire je postule que le seul rationnel qui est important dans les universités, c'est le rationnel financier. Tout ce qui existe par des décisions financières et la seule et réelle politique gouvernementale à l'égard des universités, elle est de nature financière. En dehors de ça, il n'existe rien d'autre. Et effectivement, il n'y avait pas vraiment de politique sérieuse à l'égard des universités, pas d'énoncé, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de loi cadre non plus, il n'y avait pas de conseil des universités, tout ça n'existait plus, là. Et l'expertise sur l'université dans l'appareil public s'était effritée au fil du temps. Plusieurs acteurs le relevaient, j'étais le premier à le dire. Et je faisais comme je faisais tout le temps, j'essayais de rencontrer les ministres les uns après les autres. Et à ce moment-là, un de mes gros clients, je conseillais des dirigeants d'établissements universitaires. J'avais docké des campagnes de recteurs. Mais mon plus gros client restait la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université. Et à ce moment-là, au moment où il y a eu le changement de gouvernement, on avait un deal avec la CREPUC à l'époque qui disait on va s'allier pour s'assurer que le gouvernement rentre d'un rang. Et à ce moment-là, j'ai eu une rencontre peu de temps après avec Pierre Duchesne et il m'a demandé de joindre son équipe. Il venait d'avoir mal dans le dos à ce moment-là. Je pensais lui donner 2-3 avis sur des trucs spécifiques. J'ai terminé la rencontre et il m'a demandé de joindre son équipe. J'ai marché sur la rue Cartier. J'y avais demandé s'il était sûr avant de partir. J'ai dit 30-15 minutes pour y penser. J'ai reçu un appel de Stal Gaudreau qui m'a dit « Bon, ben, M. Maltais, êtes-vous toujours prêt? » J'ai dit « Si le ministre est toujours prêt, je le suis. » Elle a dit « Bon, ben, si vous êtes prêt quand? » J'ai dit « Ben, quand vous voulez. » Elle a dit « Je vous attends au 16e étage du complexe G. » J'étais sur la rue Cartier. J'ai fini mon verre de vin, je n'ai pas pris mon repas, je suis monté au 16e étage du complexe G. Puis moi, l'aventure a commencé là. Et dans des conditions dramatiques, parce qu'on annonçait une semaine après 125 millions de cas. Et on commençait les premières rencontres thématiques. Puis je rencontrais les recteurs pour leur annoncer ça. Alors, c'était comme un basculement radical. Et par la suite, bon, le reste des étapes, l'enchaînement, le travail, l'atteinte des cibles du sommet. Après, j'ai compris que j'étais intéressé par la carrière professorale, ce qui n'était pas clair au départ. Et là, comme Véronique avançait, puis s'avançait vers l'externat, ça devenait impossible avec les enfants après le règlement de la crise. Puis, après avoir atterri aussi la politique nationale de recherche et d'innovation, j'avais les 5 chantiers sous ma responsabilité. On a formé la relève pour s'occuper de tout ça un peu. Pierre-André était responsable d'un des chantiers. Puis bon, il y avait les autres là, dont on parlera peut-être juste après pour la 3e question. Et là, je suis devenu prof d'université. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'éducation sur le plan financier, à former des dirigeants d'établissement. Puis progressivement, bien, ça a coloré tout le reste parce que Sébastien Proulx est venu me chercher par la suite pour un mandat. J'ai travaillé beaucoup à soutenir des organismes en recherche et innovation, notamment dans leur planification stratégique. Pour terminer. Dans les liens à entretenir avec le gouvernement. Puis en 2018, mais Jean-François Roberge est venu me chercher pour être directeur de cabinet adjoint dans son ministère. Et là, j'ai eu la responsabilité de l'enseignement supérieur pendant 2 ans jusqu'à l'année dernière, avant de renouer avec ma job de prof d'université. Voilà. Merci beaucoup, vraiment tout un tournant. Je vais maintenant demander à Alexandre de répondre. J'étais pas à un tournant aussi dramatique que celui de Martin, mais effectivement,
en termes de doctorat, moi aussi, mon doctorat me portait sur la gestion interne des universités, la façon dont les cadres, c'est weird comment tous nos sujets se complètent. J'avais le point de vue plus interne et tous les contacts que j'avais comme en gestion conseil me confirmaient que c'était de la grosse improvisation à l'interne. Les gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Et que lorsqu'on laissait les cadres académiques intermédiaires aller tout seuls à eux-mêmes, il y en avait qui réussissaient très bien, il y en avait d'autres qui étaient des dangers publics. Et la façon dont ils entrevoyaient la crise, ça m'a juste confirmé. En fait, ça m'a montré les premiers mois de l'hiver et le premier mois du printemps m'ont confirmé le rôle relativement limité des conseillers en gestion pour changer les choses. Et ça m'a confirmé que je voulais retourner dans l'action, je voulais faire partie de l'action. Le conseil en gestion, c'est relativement pépère si on décide de le faire comme ça, si on décide de rédiger des plans stratégiques, si on décide de travailler à des auto-évaluations, si on décide de faire des projections, c'est relativement pépère. Et moi, je me suis dit, je voulais être dans l'action. Je voulais parler des trucs qui étaient controversés, puis je ne voulais pas me faire répondre au prix qu'on te paye, dis ce qu'on veut que tu dises. Dis ce qu'on veut que tu dises, s'il te plaît. Ce qui est arrivé moins souvent que ce que j'avais prévu, mais une fois aurait été une fois de trop, même si c'est ça la game. Donc, moi, ça m'a confirmé que peut-être le conseil en gestion, pas maintenant, mais j'ai aussi vu, et ça, c'est plus dans l'écosystème montréalais, la place que prenaient les profs dans ça, comme quoi c'était un moment, c'était une position dans laquelle tu pouvais te faire entendre un peu plus facilement que comme simple citoyen ou comme un conseil de gestion où on s'attend à ce qu'il y ait un devoir de réserve. Et c'est pas mal ça qui a réorienté en disant je vais l'essayer comme prof. Peut-être que j'ai pas ce qu'il faut, peut-être qu'ils voudront pas de moi, mais il fallait que je l'essaie. Il fallait que j'essaie de retourner dans la mêlée. Et honnêtement, c'était ça où j'avais honnêtement envisagé de me réinscrire. Pas de me réinscrire, mais de tout laisser tomber et de retourner carrément comme militant sur le terrain. Et ça incluait de notamment me remettre sur les prêts et bourses, ce que ma conjointe de l'époque avait vraiment pas aimé comme idée. Parce que c'est pas là qu'on s'en allait dans notre tête. Et par chance, c'est pas ça qui est arrivé, par chance pour tout le monde. Mais lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la crise, parce que j'ai essayé de rester loin, d'essayer de rester détaché avec un devoir de réserve, ce que la crise de 2012, ce que le printemps érable a fait, c'est comme disait Marianne tantôt, il y a des enjeux autres. Pour une fois, c'était pas juste gel-dégel. Le dégel était tellement gros, c'était tellement absurde que ça a fait ressortir d'autres thèmes avec. Et un des thèmes sur lesquels j'avais beaucoup travaillé, c'était la question de la coordination nationale, notamment l'éventuelle création d'un Conseil national des universités et tout. Et quand ce concept-là est revenu, il y a certains organismes qui m'ont contacté j'avais déjà écrit un mémoire en 2007 pour mettre mes mémoires à jour, puis qu'est-ce qu'on ferait maintenant? C'est là où j'ai fait, OK, j'ai des intérêts qui correspondent à ça. Moi aussi, je vais me lancer. Moi, je suis toujours plus à l'aise avec un rôle en coulisses. Donc, j'ai essayé de retrouver ma liste d'appels. Je sais qu'en 2012, juste pour le trip, j'avais fait une liste d'appels de combien de temps je passais par jour au téléphone à juste répondre à des questions sur des trucs. Je ne l'ai plus, mais c'était beaucoup. Ça m'a vraiment réconforté dans le sens que les intérêts que j'avais sur l'université, des fois, j'avais l'impression d'être le seul à les avoir et non plusieurs gens partageaient ça. À la question 3, on va parler de la CREPUC notamment. C'est ça. Fait professionnellement, ça m'a confirmé qu'il fallait que je reste dans le milieu universitaire et que j'y reste comme un membre de la communauté et non pas comme un acteur externe qui a un devoir de réserve. Merci beaucoup, Alexandre. Olivier pourrait conclure. Si vous aimez faire l'ordre de la même, on peut continuer comme ça aussi. Ah oui, il n'y a pas de problème. Vu qu'on est bien parti, j'ai mis des informations bon, aussi, dans le chat juste en contexte parce que je réalise aussi qu'on parle de certaines choses d'acronymes, puis je me dis, peut-être pas tout le monde était là. Il faut comprendre que de mon côté, comment ça a influencé mon parcours, ça a été majeur, mais surtout au niveau scientifique. Donc, à la maîtrise, j'avais, sous la direction de mon directeur à l'époque, étudié les classements internationaux des universités qui avaient émergé en 2003-2004. Et donc, je m'étais intéressé à l'influence que ça avait eu. Puis, j'avais trouvé ça très étrange que le premier ministre de l'époque, M. Jean Charest, avait justifié en partie un des rationnels pour la hausse de 75% des droits de scolarité, c'était la nécessité d'avoir au Québec des universités de rang international. Or, moi, je venais d'étudier que
le lien entre droit de scolarité et rang international, fondé sur la production de recherche, si vous êtes intéressé par les classements, était assez ténu, en fait. Et c'est vrai que si les États-Unis et le Royaume-Uni occupent de facto tout le temps les premières places dans les classements internationaux, il faut comprendre qu'il y a plusieurs facteurs à ça et il faut comprendre que lorsqu'on prend une lunette différente, d'autres pays émergent. Par exemple, si on se met à calculer le nombre d'universités de rang international per capita ou le nombre de publications per capita ou le nombre de chercheurs très cités, qui sont toutes des mesures bibliométriques proxy pour une certaine excellence, mais on peut débattre sur est-ce que c'est de l'excellence ou pas. Mais mettons qu'on présume que c'est de l'excellence. Si on prend ça et qu'on change notre lunette en mettant, par exemple, par la population, on réalise que d'autres pays, comme le Danemark et la Suède, par exemple, sont de loin supérieurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le Danemark produit 3 fois plus d'articles scientifiques que les États-Unis per capita. Or, ces pays-là, ils n'ont pas de droit de scolarité. Puis au premier cycle, les étudiants reçoivent des bourses équivalentes à un niveau, permet d'assurer un niveau de vie. Puis à partir de la maîtrise, ils reçoivent un salaire équivalent au salaire d'un fonctionnaire d'État avec un niveau d'éducation équivalent. Au doctorat, les étudiants au Danemark ont assez d'argent pour s'acheter une maison. Juste pour que vous compreniez. Et en plus, mais là, les gens disent oui, mais c'est peut-être une élite, dans le sens où il y a plein de pays européens qui n'ont pas de droit de scolarité, mais c'est quelques pourcentages qui peuvent accéder à l'université. Ben non, les taux d'accès à l'enseignement supérieur en Finlande, au Danemark et en Suède sont équivalents à ceux de la majorité des pays anglo-saxons. Donc, je me suis dit, il est de mon devoir de comprendre comment, dans une société, on peut réussir à contribuer à la science, au savoir, donc avoir cette excellence scientifique en ne sacrifiant jamais l'égalité sociale. Donc, ça a été un peu ce que j'essaie d'appeler sous le vocable excellence social-démocrate. Donc, je suis parti, en fait, c'est drôle parce que j'étais rentré au doctorat à l'Université de Toronto avec un projet de thèse qui était sur les milieux d'apprentissage en réseau international, les MARI. Et je m'en allais pour étudier ça. D'ailleurs, j'avais reçu une bourse Vanier pour ce projet-là. Et rentré là, j'ai dit non, je vais faire. Il y a quelque chose de trop important qui vient de se passer. On est dans la période de sommet sur l'enseignement supérieur. D'ailleurs, j'ai pris mon projet de thèse. Je n'avais même pas fait la thèse encore. J'ai pris mon projet de thèse puis je l'ai envoyé en mémoire pendant le sommet sur l'enseignement supérieur. Et Stéphane Paquin m'avait demandé, qui était à l'ENEP, m'avait demandé d'écrire un chapitre de livre dans son livre sur la social-démocratie 2.0. Et je disais non, il faut qu'on comprenne parce que comme société, on est très préoccupé au Québec par l'égalité sociale, l'égalité des chances, l'accessibilité. Comment on fait pour réconcilier ça avec une espèce d'impératif d'excellence qui nous pousse toujours à être meilleur, mais être meilleur par rapport à quoi? Donc, j'ai dit, je vais laisser tomber le débat sur qu'est-ce qui est être excellent. Je vais prendre pour acquis que les mesures qui sont là veulent dire quelque chose, mais je vais essayer de trouver des mesures alternatives pour qu'on puisse y répondre. Donc, je suis parti vivre 1 an pendant le cadre de mon doctorat dans les pays scandinaves. Ça a été ma thèse de doctorat. Ça m'a permis de participer à plein de conférences, de publier. Ça a été un espèce de sujet qui j'étais comme dans l'air du temps, puis ça a beaucoup contribué à une certaine renommée que ça a commencé à créer. Et ça, évidemment, ça a été très positif pour moi. Quand je suis revenu au Québec, j'ai obtenu le poste en enseignement supérieur comparé. Et ça a été évidemment en grande partie grâce à ce parcours-là que j'avais pu prendre cette lancée-là parce que j'avais une thématique qui semblait générer de l'intérêt, puis un regard, etc. J'avais fait une mini-capsule aux années-lumière. Il y avait eu un colloque de l'ACFAS avec Martin où j'avais été invité à participer. Puis la FQPPU était intéressée par ce que je disais. Donc, FQPPU, Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, juste au cas où, les acronymes. Hein. Et l'importance pour moi, ce que ça a généré, comment ça a changé mon parcours, c'est que je me suis rendu compte que l'enseignement supérieur était non seulement un champ intéressant, parce que moi, je m'y intéresse scientifiquement, je ne suis pas affilié à une association syndicale ou étudiante, tout ça. J'aime ça comme objet d'étude, mais j'ai réalisé qu'il était essentiel de consolider le champ de l'enseignement supérieur comme champ d'étude et de pratique qui soit et qu'il y ait un regard qui soit complémentaire justement aux positions syndicales, aux positions patronales, aux positions étudiantes. Il fallait une voix différente de la CREPUC, de la FQPPU et des associations. Il fallait un LIRES. Il fallait un endroit où on se réunit, puis on en parle, et il fallait des gens qui se forment avec des cours au cycle supérieur sur l'enseignement supérieur. C'est essentiel qu'on le développe. Il fallait un lieu de recherche où on réussit à développer ce regard-là, où on produit des données, on produit des constats que d'autres acteurs pourront s'approprier par la suite, mais au moins qu'on puisse alimenter le débat pour qu'on sorte d'une espèce de clivage dans lequel on était. Et 2012 aura peut-être été la dernière
étape de ce grand clivage-là. Donc, voilà, ça serait ma réponse. Ça termine vraiment bien le tour de parole pour cette question-là. On voit que même dans un contexte international, on peut comparer, puis on peut voir, OK, on a du travail à faire. Pour la troisième question, en fait, c'est comment cet événement historique a-t-il transformé le secteur de l'enseignement supérieur au Québec? Toujours encore 5 minutes par personne, mais on a du temps. Donc, Marianne. Eh bien, merci. Je suis contente qu'on garde le même ordre, mais en même temps, j'aime toujours rebondir sur les propos de mes confrères. Alors, peut-être que j'aurai une tendance à reprendre la parole à la fin s'il y a du temps, mais puis je pense que mes confrères ici auront un autre regard que moi, peut-être plus appliqué ou moins pessimiste que moi. Alexandre a dit qu'il voulait parler de la conférence des recteurs et des principaux de l'Université du Québec, donc peut-être son implosion. Martin a participé ou en tout cas a orchestré même le sommet d'éducation qui est survenu après avec le Parti québécois. Mais et peut-être, comme Olivier dit, que ce changement-là est en train d'arriver par la création de laboratoires comme le LIRES, où on sait que les changements sociaux sont lents à survenir, mais personnellement, j'estime que au plan des fondements, puis de la réflexion sur, je reviens à ce que je disais au début, sur l'idée d'université et des valeurs qu'elle doit incarner, à mon sens, la réflexion n'a pas encore assez abouti, ou le débat n'a pas encore assez eu lieu, bien qu'il y ait eu effectivement le sommet avec les 5 chantiers en 2013 et plus récemment le chantier sur l'Université du futur qui a été chapeauté par les fonds de recherche du Québec. Moi, je suis encore assoiffée de cette réflexion, de ce débat-là sur le rôle de l'université dans la société. Je le vois vraiment de manière macroscopique et je lis beaucoup, encore une fois, aux valeurs et donc à une posture sociale. Cela dit, puis tu sais, une des indices qu'on peut voir que ça n'a pas encore assez abouti. Martin, tu parlais tout à l'heure de politique des universités. Bien, la politique des universités n'a pas encore changé. On n'est pas revenu non plus à un conseil des universités. Bon, il y a d'autres structures encore qui manquent au plan là, structurel sur l'organisation des universités, donc du système universitaire au Québec. Cela dit, je pense que c'est justement pour être plus optimiste et ça fait référence un petit peu à ce que Pierre-André disait dans sa vidéo. Les mouvements d'aujourd'hui sont influencés par les mouvements d'hier. Donc, forcément, on a vu, le mouvement de 2012 était certainement alimenté par celui de 2005, où il y a eu, à mon souvenir, c'était vraiment l'apparition des premiers carrés rouges en 2005. Et celui de 2005 a été alimenté par les précédents. Pierre-André disait que lui, il voit deux grandes conditions pour qu'un mouvement reprenne de l'ampleur. Et qui a un devoir de mémoire. Alors, j'ose espérer que celui de 2012 sera le moteur de celui d'aujourd'hui ou de demain, là, du mouvement d'aujourd'hui ou de demain, mais que la réflexion qui, comme j'ai dit, à mon sens, n'est pas encore aboutie, soit reprise pour aller plus loin. Donc, pour moi, c'est vraiment ce devoir-là de mémoire dont parlait Pierre-André. J'ose espérer que si j'avais un souhait, donc pour ouvrir sur une prospective puis une note, disons, d'espoir pour nous puis pour ceux de demain, c'est que on y aille dans ce débat-là, dans cette réflexion sur l'idée d'université. Et là, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, puis Martin, si tu as envie, tu pourras faire du pouce là-dessus, mais des fois, je le vois mal comment ça peut s'inscrire à l'intérieur du politique, parce qu'il y a toujours des enjeux partisans. Moi, je le vois comme un débat d'idées qui devrait être séparé d'enjeux partisans et qu'on pourrait peut-être enfin se donner une chance de voir l'université qui correspond peut-être plus à celle que Olivier a connue dans les pays scandinaves, mais comme une institution en fait à l'avant-garde qui fait réellement de l'innovation, pas juste de l'innovation technologique avec des startups qui rapportent de l'argent, mais des innovations sociales aussi. Et il y en a, je ne vais pas être pessimiste encore une fois, mais moi, je reste très, très, très assoiffée de ça. Donc, ce serait ma contribution pour l'instant. Si je peux accumuler mon temps, il me restera 1 minute pour tantôt. Si jamais tu veux faire du pouce sur d'autres, ça sera l'occasion, mais tu es très bonne en ce moment. Tu tends aussi beaucoup de perches à Martin, justement, qui peut continuer le tour de parole, le tour de table. Écoute, je trouve ça lumineux la façon dont tu abordes puis tu déclines un peu l'état d'avancement de la réflexion sur l'université au Québec parce que probablement que c'est
l'élément le plus important qui découle du printemps érable en 2012, le début d'un effort pour réfléchir sur l'université. Je vais le dire comme ça, parce que quand moi, je suis parti en décembre, ensuite, la décision un peu folle d'aller en élection, le changement de gouvernement qui a amené là, des coupes supplémentaires de 250 millions et plus là, dans les 2 années qui ont suivi dans les universités. Et étonnamment, là, les recteurs ne parlaient plus, alors qu'ils étaient très critiques de Mme Marois pour sa première coupe. Là, plus personne ne parlait. Et la plupart des efforts qui avaient été faits n'ont pas abouti rapidement, ont été considérablement ralentis par le changement de donne de ce gouvernement libéral. Peu importe le parti, je ne suis pas très intérieurement partisan non plus, parce que l'éducation puis les universités, c'est mon core business, c'est ça qui m'intéresse d'abord et avant tout. Puis j'ai travaillé avec à peu près tout le monde. Je pense qu'il faut tous les aider. Mais il y avait comme une sorte de fausse compréhension de l'état d'avancement du Québec, qui était celui d'un État qui est en train de mourir, qui s'appauvrit, dont la démographie est en baisse, alors que les données fondamentales ne disaient pas ça du tout, mais les analyses internes étaient tout le temps en retard sur le réel. Alors, le rationnel du Conseil du Trésor, c'était de réduire. Puis, il n'y avait pas d'ambition sur les universités, ni de vision claire. Quand tu dis qu'il faut faire une réflexion sur l'université, réfléchir à la nature de la chose, où on veut que cette institution-là ou cette organisation-là aille, pour jouer à ce jeu-là, ça prend des joueurs. Puis des joueurs qui savent jouer au jeu ou qui au moins sont intéressés à jouer puis à apprendre à jouer. Or, on était à une époque de l'histoire du Québec où il n'y avait plus d'expertise, il n'y avait plus de connaissances. Michel Ombriaco, cette année, prend sa retraite. Mais après Michel Ombriaco, jusqu'à moi, qui a 47 ans, il n'y a personne. C'est le désert. Alors, si on se remet en arrière, il n'y en avait pas d'expertise. Il pouvait pas. Tous les autres étaient des joueurs un peu éparpillés. Là. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui s'intéressaient aux universités à gauche et à droite. On était tous un peu éparpillés. Puis, il n'y avait pas grande expertise. À l'intérieur du ministère non plus, c'était un enjeu fondamental. Alors, ce qui a commencé à se produire, ça a été un début de réflexion par l'appareil politique. Puis aussi, puis ça, probablement que c'est un des plus grands apprentissages que j'ai fait, c'est comme on était beaucoup de gens habités par des convictions puis des valeurs profondes à l'égard des universités, on défendait indirectement une vision de l'université. Et le fait qu'on a commencé progressivement à assumer des fonctions à différents endroits puis à jouer différents rôles, on a été les personnes qui ont démarré cette réflexion-là ou qui l'ont forcée à différents endroits puis à différents moments. Si je prends un exemple, juste le travail fait depuis que... C'est pas pour valoriser Jean-François Roberge ou la CAQ, c'est pas ça. Le travail qui a été fait pendant cette période-là, moi, quand j'étais directeur de cabinet, avec les marges de manœuvre que j'avais, puis la confiance, puis aussi le partage de valeurs et d'orientation qui était commune, il y a plein d'affaires qu'on a pu rétablir puis ajuster qui avaient été détruites par le passé. Il y a plein d'équilibres, notamment financiers, qui ont pu être rétablis. Et s'il y a des gains importants qui découlent de ça, c'est beaucoup les cégeps qui en ont bénéficié présentement. On n'a jamais parlé assez de l'effet sur le collégial du printemps érable, mais tout le chantier sur les programmes a débouché sur un chantier sur le financement qui a atterri par qui a semi-atterri avec Mme David, qui a été repris par le gouvernement actuel, qui a été considérablement modifié, mais j'étais une des personnes qui avait beaucoup de connaissances sur les endroits où il fallait bouger, puis pourquoi il fallait bouger, avec un certain nombre de convictions puis de principes. Alors, tout ce travail-là, avec les fonctionnaires, on pouvait le faire, on pouvait collaborer, on pouvait travailler, on pouvait faire cheminer la réflexion. Puis, le ministère s'est aussi progressivement redoté d'une expertise. Et récemment, on a un ministère d'enseignement supérieur qui est arrivé. On peut être critique de l'état d'avancement depuis un an, d'un paquet d'affaires. Moi, je m'attends aujourd'hui à des nouvelles importantes pour les universités. Ceci dit, en marge, je vous le dis.
Et ce ne sera peut-être pas tout comme on veut, ni pour le meilleur, mais il y a un début de réflexion qui est amorcé. S'il n'y avait pas eu Jean-François Roberge comme ministre, le chantier sur l'Université du futur n'aurait pas pu être imaginé. Ça a été pensé en collaboration avec Rémi Quirion au départ, en parlant d'un café. Puis tout ça c'est cheminé, mais le chantier sur l'aide financière a atterri. Puis je vais aller vite, mais je vais terminer, Marie-Ève. Celui sur les cégeps, j'en ai parlé. Puis dans certains cas de figure, pour les cégeps, c'est des augmentations pour certains cégeps de 30 à 40 de leur enveloppe, notamment pour des cégeps en région. Là, c'est majeur. On vient de changer là, du noir au blanc là, pour l'équité sur le territoire. La loi cadre, c'est un non-lieu, la loi cadre. Mais aujourd'hui, il y a peut-être, avec le dossier de la liberté académique, avec le volet linguistique qui découle du dossier de M. Jolin Barrette, puis du fait qu'on qualifie maintenant les universités et les cégeps sur le plan linguistique, ce qui n'existait pas avant, il y a peut-être une réflexion, on va peut-être arriver avec une loi sur la liberté académique qui va être un début d'énoncé gouvernemental sur l'université. Parce qu'il faut savoir que la plupart des recteurs, pour un paquet de raisons un peu farfelues, à mon sens, ne veulent pas que l'État se prononce sur les universités. Ils ne veulent pas que l'État parle. Puis, ils voudraient qu'il parle, mais qu'ils disent des choses qui n'ont pas de portée puis pas de retombées. Alors, pour qu'un État parle et qu'il dise quelque chose qui a du sens, ça se fait dans une loi. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre façon pour un État qui est, à mon sens, suffisamment fort que de dire des choses dans une loi. Alors, une loi sur l'université, sur la nature de l'université ou sur dites quelque chose sur l'université. Si c'est la liberté académique, parfait. Commençons avec ça. On aura au moins un premier pas de fait par l'État. Maintenant, est-ce que ça va atterrir ou pas? Je ne sais pas. Mais cette réflexion-là avance et chemine. Alors, c'est sûr que c'est important qu'il y ait plus d'expertise dans le domaine. Conseil des universités, 2 rapports, Claude Corbeau, une chance que sa contribution est beaucoup plus large que seulement le Conseil des universités puis ces rapports-là, parce que moi, je pleurerais, là, mais encore là, c'est un non-lieu pour toutes les raisons farfelues que vous pouvez imaginer. Et sur le financement, dans la dernière révision des règles de financement des universités, il y a eu des ajustements majeurs que personne ne voit à court terme, mais qui rétablit les équilibres entre les établissements. Alors là, on peut réinvestir, ce qui a commencé à être fait depuis 2 ans de façon plus substantielle. Moi, cette année, je m'attends à des annonces encore plus importantes, là, mais on va le voir en cours de journée. En fait, si vous allez sur le site du Conseil du Trésor, vous avez probablement déjà les documents. Merci beaucoup, Martin. Ça vient vraiment nuancer ce que Marianne dit. En fait, on voit des éléments qui amènent tranquillement, pas vite, surtout de l'intérieur. Alexandre, ça sera à ton tour de répondre. Oui, je ne prendrai pas trop de temps. À la question, comment ça a transformé le secteur, moi, j'ai vu ça beaucoup comme un rebrassage des institutions. C'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une époque. C'est la fin du débat sur le gel-dégel, qui est le débat qui a animé l'enseignement supérieur dans les 25, si ce n'est pas les 30 années précédentes. Ça a été l'enjeu de la CREPUC pendant 30 ans. Ça a été l'enjeu du mouvement étudiant pendant 30 ans. Ça a été l'enjeu des communautés pendant 30 ans. Et tout à coup, ce débat-là se termine par la signature, comme disait Pierre-André, d'un nouveau contrat social. Et tout à coup, ça crée, dans les institutions qui ont été créées, ça crée un vide, ça crée un vacuum. Tout à coup, il y a d'autres enjeux qui ressortent. Et la première victime de ça, ça va être la CREPUC. La CREPUC va s'entre-déchirer pas juste, c'est un des enjeux qui va apparaître publiquement, mais la CREPUC est sclérosée depuis plusieurs années à ce moment-là. Et le débat à l'intérieur de la CREPUC sur la façon d'agir va précipiter le seppuku, la CREPUC, qui va préférer s'aborder sa mission de représentation. Parce que les universités se sont entendues sur le fait qu'il faut encore garder des services communs. Et ma critique de la CREPUC avait toujours été elles sont juges et parties. Elles sont à la fois représentantes politiques et gestionnaires de services. Branchez-vous, c'est un ou l'autre. Et elles ont décidé, je ne dis pas que ma phrase a l'air de suggérer que j'ai de quoi avoir là-dedans, j'ai rien à avoir là-dedans, là. Mais elles ont décidé de sacrifier le rôle de représentation politique
au profit de ça. Et la disparition de la CREPUC comme voie unifiée des recteurs, ça va créer un vide dans le discours public des universités. Parce que tout à coup, vous n'avez pas les universités du Québec représentées par son président Guy Breton de l'université. Ça va être l'Université McGill, l'Université Sherbrooke, l'Université Laval, et tout à coup, les années qui vont suivre, Martin peut probablement en parler, les discussions avec les universités ne sont plus les mêmes. C'est plus la même game de discussion. Ce vide-là va aussi se traduire dans le mouvement étudiant, où depuis des décennies, les organisations étudiantes de gauche, de centre et celles de droite, qui a toujours juste 2 membres, sont organisées autour de gel-dégel, ou gel gratuité, ou une fédération pro-gel et une association qui est juste contre la fédération. C'était toujours une question de dualité avec la disparition du débat gel-dégel. Ces institutions-là aussi ont perdu leur repère. Ça a amené, pas longtemps après, au sabordage de la Fédération étudiante universitaire du Québec, qu'avait présidé Pierre-André Bouchard-Saint-Amand en 2005 et qui était le porte-étendard du gel. Le gel est mort parce que l'indexation est rentrée. La FERC a perdu vie, a été remplacée par autre chose qui, un peu à l'image de la CREPUC, et bref, n'a pas la même identité militante, revendicatrice. Et l'autre mort, ça a été la mort de l'AC. La disparition très tranquille de l'AC, qui, et là, on peut se perdre en conjecture, est-ce que c'est la mort de la FERC qui a créé la mort de l'AC ou est-ce que c'est juste la perte de l'enjeu? En tout cas, moi, ce que je trouve, présentement, l'intérêt que j'ai, c'est, je suis tout à fait d'accord avec les 2 critères que soulevait Pierre-André Bouchard tout à l'heure, sur les 2 critères qui annoncent ou qui peuvent prédire un mouvement de grève général, mais les institutions qui permettaient ça, je ne sais pas si elles sont encore en place dans le mouvement étudiant. Je ne sais pas si avec la perte d'institution, on n'a pas perdu une perte de mémoire. La perte d'institution, ça va au point de perdre la perte de mémoire. Et présentement, je mets n'importe qui au défi de me donner les grands acteurs d'impact qui ont un historique de mobilisation, qui sont présentement dans la campagne qui se déroule actuellement. Tous les acteurs en sont à leur première grande campagne. Le BCN est à sa première grande crise, l'UEC est à sa première grande crise, tout le monde est à sa première grande crise. Ce qui est une première depuis des décennies. Fait que je pense que c'est ça un des gros impacts du printemps érable. Merci beaucoup, Alexandre. On voit reconfiguration sur différents niveaux. Olivier, dernier sur le tour de parole. Merci beaucoup. J'ai terminé en parlant de l'importance du LIRES et d'avoir une vue, je ne vais pas dire objective là, parce qu'on y croit plus ou moins. Là. Dans la même lignée, une influence que ça a eue, c'est de remettre à l'avant-plan l'importance de l'enseignement supérieur comme un secteur qui est différent de celui du primaire secondaire, qui a ses propres réalités, ses propres acteurs et qui doit mériter une attention à la fois des acteurs sociaux, des acteurs gouvernementaux, mais aussi du milieu scientifique et savant. Et c'est vraiment fascinant de remarquer, on parle donc 2013 semestre sur l'enseignement supérieur. Après ça, 5 chantiers. Puis je vous invite à aller relire les rapports des chantiers. C'est très étoffé. Moi, j'ai trouvé le travail là-dessus était magnifique. Après ça, il y a comme un petit vide. On reprend quelque chose de majeur. Bon, il y a eu un sommet sur j'allais dire sommet sur l'enseignement supérieur, mais organisé par la FNEC avec la FQPPI, tout ça, en 2017. Il y a eu quelque chose là-dessus. Mais au niveau gouvernemental, après ça, on revient avec les consultations sur l'Université québécoise du futur, dont le rapport, je l'ai mis là, dans le chat, mais dont le rapport est aussi magistral. Il y a des données là, il y a des visions là que je n'avais pas vues depuis longtemps, pour ne pas dire jamais, là, au Québec. Après ça, on a plus récemment la Commission technique sur la liberté académique. Honnêtement, l'enseignement supérieur est constamment, j'ai l'impression, pas toujours à l'avant-scène, on s'entend qu'il y a une pandémie, il y a une guerre, il y a beaucoup d'autres choses, mais on dirait que ça revient de façon récurrente. C'est un enjeu, c'est un lieu social où les gens, moi, je pense que les gens se sentent interpellés, se préoccupent de ça. Même pendant la pandémie, l'enseignement supérieur est devenu un lieu contentieux lorsque des gens ont commencé à associer des chercheurs universitaires à des complotistes. Certains chercheurs de l'Université Laval ont reçu des menaces de mort parce qu'ils étaient affiliés à l'Institut de cardiologie qui avait reçu une subvention de la Fondation Bill Gates. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'enseignement supérieur a véritablement repris, à mon avis, sa place au cœur de la société québécoise. Et ça, pour moi, c'est un des éléments importants de l'influence que ça a eu. Le deuxième élément,
je vais peut-être faire un parallèle un peu gros. Mais si vous avez lu Huntington il y a longtemps qui parlait de la fin de l'histoire, hein? Une fois que la démocratie a vaincu le nazisme, que le capitalisme a vaincu le communisme, c'était comme la fin. Hein? La fin de l'histoire, c'est la fin des grandes idéologies. En fait, c'est plus ou moins vrai. Ça a permis de rentrer dans une ère qui est postmoderne de fragmentation des luttes. Mais je vais faire le parallèle avec, c'est gros là, comme parallèle, mais je vais faire la même chose avec le printemps érable. Ça a été la dernière grande lutte de classe sociale. On a vraiment senti une mobilisation gauche-droite. Puis la gauche est descendue dans la rue. Puis les casseroles, puis les carrés rouges, c'était à gauche. Puis le jaune, c'était au centre, puis le carré vert, c'était à droite. Il y a vraiment, puis c'était clivé, puis on savait qui était où. Et une fois qu'on s'est entendu sur une espèce de compromis qui est l'indexation, qui à la fois plaît à personne, mais qui en même temps contente tout le monde, bien, Alexandre a parlé d'un vacuum, ça a libéré un espace, un nouvel espace pour de nouvelles luttes ou de nouveaux dialogues, ça dépend si vous êtes militant ou moins. Notamment sur, par exemple, les conditions de vie des étudiants au cycle supérieur, dont on peut vraiment parler, qui vivent des choses, qui doivent faire des sacrifices familiaux et monétaires importants pour réussir à faire leurs études de maîtrise et de doctorat. La place des postdocs, ça, ce n'est pas encore réglé. Moi, c'est ce que je m'attends à ce qu'on règle éventuellement. Des postdocs qui n'ont pas de statut de stabilité d'emploi, qui n'ont pas de conditions à des soins de santé nécessairement, qui, dans certaines universités, doivent prendre une partie de leur bourse externe pour payer l'accès à un bureau. Donc, dans certains endroits, sont considérés comme des employés, d'autres, dans certains endroits, comme des étudiants. Et ça, je sais que les fédérations étudiantes y réfléchissent, mais ils ne sont pas représentés, les postdocs, par les assos étudiantes. C'est ça le problème. Dans plusieurs universités, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas de voix. Donc ça, c'est une lutte plus micro, mais qui a pu émerger parce qu'on a finalement, on est passé outre. La santé mentale des étudiants, on en parle de plus en plus. Évidemment, la pandémie a fait que probablement qu'on en aurait parlé de toute façon, mais là, on peut encore plus se demander qu'est-ce qu'on va faire pour aider les étudiants à ce qu'ils puissent vivre sainement, puis réussir à s'en sortir, puis la dépression, puis l'anxiété, puis tout ce qu'ils peuvent vivre, comment on peut les aider. La rémunération des stages, il y a eu un gros bout qui a été fait, mais il y a encore un gros bout qui n'est pas fait. La FEC disait qu'il estimait qu'il y avait 77% des stages qui n'étaient pas rémunérés. Il y a une lutte là que les associations étudiantes vont reprendre. Mais c'est justement parce qu'on a arrêté de parler de quelque chose qui concerne tout le monde qu'on peut commencer à se parler des choses qui concernent des groupes. Et c'est des luttes qui ne sont pas moins importantes parce qu'elles ne sont pas tout le monde. Je finirai avec 2 éléments importants aussi. L'EDI, équité, diversité, inclusion. Je ne veux pas nous auto-lancer une flèche, mais vous remarquerez, on a Marianne, merci d'être là, mais on est quand même 4 personnes blanches. Les prochaines luttes seront peut-être une lutte de la représentation. Il y a des gens qui pensent effectivement que dans les postes, même si on remarque une certaine montée de certaines communautés, il y a certaines communautés qui demeurent sous-représentées. On pense surtout aux personnes des premiers peuples, mais on pense aussi qu'au-delà de toutes les communautés sont sous-représentées dans les postes administratifs, dans les postes de gestion. Donc, il y a cette nouvelle lutte-là qui est celle de la… Bien évidemment, je veux dire, on n'est pas mort, on n'est pas à la retraite, là, on va être là aussi, mais moi, je sens qu'il y a des gens qui reprennent des flambeaux différents et je vais me mettre en allié. Je ne serai peut-être plus à l'avant-plan. Il faut dire que j'étais peut-être moins été que d'autres. Fait que dans le fond, je ne l'ai peut-être jamais vraiment été, mais je vais être un allié. C'est ça que je veux dire. Et finalement, la liberté académique aussi. Des enjeux qui deviennent beaucoup plus fins, beaucoup plus complexes. Là. On peut pas aller… Je n'irai pas manifester dans la rue pour la liberté académique si cet enjeu-là est tellement complexe qu'il a fallu une commission technique pour réussir à la régler parce qu'il y a tellement d'enjeux légaux, mais aussi de représentation et des fois en contravention avec un autre enjeu puis d'autres valeurs qui sont celles de l'EDI. Donc, vraiment, je pense qu'on est dans une nouvelle ère de pluralisation des luttes, une espèce de postmodernisme en enseignement supérieur. Voilà. Même un très, très bon mot de la fin, très, très inspirant pour la suite des choses. Ce qui nous amène en fait aux questions du public pour les 15 dernières minutes à peu près. On a reçu une question à partir du live sur Facebook, mais ceux et celles qui ont des questions sur Zoom aussi, je vous invite à les écrire en commentaire dans le clavardage ou à lever votre main tout simplement. Donc, peut-être que je peux lire la question qui nous vient en fait du collègue vidéo, Pierre-André. Qui écoute en bribe un peu qu'est-ce qui se passe dans notre discussion et qui se demande quel engagement électoral aimeriez-vous entendre d'un parti concernant l'avenir de l'enseignement supérieur québécois? Donc, je vous laisse
commenter à votre guise. Alexandre, levez la main, on va prioriser. Est-ce que j'ai la permission de sacrer? Faites le crise de conseil des universités, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, ce serait ou réinvestir dans la fonction publique, continuer à investir dans la fonction publique en enseignement supérieur. Parce que si le gouvernement prétend dicter aux universités, puis c'est là-dessus que je me lance pas sur est-ce que le gouvernement devrait dicter aux universités la façon dont ils fonctionnent, mais si on donne au ministère les responsabilités de coordination du système, il faut que les ressources viennent avec. Parce que sinon, ça fait juste créer des rapports qu'on envoie. Et s'il n'y a personne à l'autre bout pour lire les rapports, tout le monde dépense de l'argent dans le vide, puis ça ne donne absolument rien. Donc, de grâce, 1, le Conseil des universités, ou 2, si vous voulez vraiment centraliser de la coordination au ministère. Je ne suis pas nécessairement contre, mais il faut que les ressources viennent avec. C'est une des 2 choses, je pense, auxquelles devrait s'engager. Ce n'est pas sexy. Augmenter la fonction publique, c'est 0 sexy, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est nécessaire. Une autre personne voudrait s'exprimer sur la question de Pierre-André. Écoute, le problème de l'engagement électoral, c'est que c'est une mesure bien claire. Normalement, c'est une mesure claire. Mais moi, ce n'est pas la nature de la mesure qui m'intéresse. J'aimerais ça que l'État dise quelque chose sur les universités. J'aimerais ça qu'il le fasse avant l'élection, mais sinon post-électoral. Puis quand je dis dire quelque chose, je parle d'une loi sur les universités. Soit quelque chose qui s'inspire du projet de loi cadre initial, que ça inclut des éléments. Conseil des U, Alexandre, on est tous les deux des promoteurs de ça depuis 15-20 ans, mais ce n'est pas dans l'agenda du gouvernement actuel, puis ça ne sera pas pour les 10 prochaines années, très certainement. Est-ce que ça peut prendre une autre forme, cette réflexion-là? La liberté académique peut être un tremplin pour quelque chose de plus intelligent encore, puis plus large que seulement la liberté académique. Mais dites quelque chose sur les universités, parce qu'un des problèmes qu'on a, qui est fondamental pour pouvoir atteindre le genre de réflexion que Marianne souhaiterait avoir sur les universités, c'est qu'il faut comprendre ou convenir de quoi qu'on parle quand on parle des universités au Québec. Il y a encore 90% des recteurs, des cadres, des profs, qui, quand ils parlent des universités, ils utilisent le mot université à charte, université pas à charte, université publique, université privée, alors que tout ça n'existe pas au Québec. Toutes les universités, les chartes, là, ils ont toutes été abrogées en 1967. Parce qu'en 1967, on a tous pris les universités existantes, on leur a produit des lois, ils ont leurs lois propres. D'ailleurs, l'Université de Montréal a modifié sa pseudo-charte récemment, sa loi de l'Assemblée nationale. Ils ont pu la modifier parce que l'Assemblée nationale a dit oui, puis qu'ils s'en sont investis. Sinon, ils n'auraient pas pu rien toucher à ça. Vous avez la même affaire. Polytechnique était dans le fantasme de quitter le giron de l'Université de Montréal sans l'accord de la ministre ou du ministre. Ce n'est pas possible. Parce que tu n'as pas d'ouverture de la loi sur Polytechnique s'il n'y a pas d'accord. En plus, le deal entre Poly, HEC et UDM implique le ministre. Puis le mot public n'est pas dans la loi sur l'Université du Québec. Ça aussi, c'est un mythe. Le mot public est dans la loi sur l'Université de Sherbrooke, de mémoire de Montréal. Je pense aussi McGill, mais alors, il n'est pas dans la loi sur l'Université du Québec. Faites le test, là, faites un search dans la loi sur l'Université du Québec, vous allez trouver le mot public nulle part. Il n'existe pas. Alors, ce n'est pas une université publique. Si elles sont publiques, elles le sont toutes parce qu'elles existent en vertu de loi de l'Assemblée nationale depuis 1967. Sinon, ce sont des genres d'entreprises apparentées, indépendantes de l'État, puis elles fonctionnent toutes selon les mêmes règles. Elles ont les mêmes logiques de financement. Ils sont financés selon des règles qui peuvent varier d'un établissement à l'autre. Il peut y avoir des processus décisionnels pour désigner les membres des conseils d'administration qui varient d'une loi à l'autre. Mais juste convenir de quoi qu'on parle quand on parle d'université au Québec, là, c'est déjà un problème en soi. Fait que quand je dis que ça prend des gens qui jouent au même jeu puis qui conviennent de jouer au jeu ou qui sont intéressés à jouer, là, ben c'est de ça dont on parle. Et ça passe par une décision gouvernementale et une loi, je pense. Merci d'abord pour les exposés des dernières dizaines de minutes. J'écrivais ces derniers jours à Olivier, on se sent tous un petit peu anciens combattants lorsque l'on parle de cet événement. J'avais une place particulière à l'époque qui m'a amené à pas mal voyager au sein de la province, ce qui m'a amené
a constaté malgré tout un clivage assez important au sein de la population et vous me permettrez quand même de revenir sur cet aspect-là que vous avez finalement assez peu évoqué, la ligne de fracture profonde. Vous l'avez un peu évoqué au début dans le sens que effectivement il y avait des fractures sociales très profondes qui ont été révélées à cette époque-là et qui visiblement semblent perdurer. On voit avec les derniers sondages des derniers jours, on voit qu'il y a une certaine tendance qui avait la fameuse majorité silencieuse. Je pense que c'est comme ça que ça avait été à l'époque présenté dans certains journaux, dans certains quotidiens. Et effectivement, 10 ans après, cette majorité silencieuse ou cette minorité silencieuse, peu importe, elle existe toujours. Donc, lorsque j'entends des discours très positifs sur les retombées du printemps érable 10 ans après, est-ce que finalement on ne se fourvoie pas en ayant un regard qui est très universitaire, très académique, alors que j'ai envie de dire finalement la réussite, elle semble tarder à se concrétiser. J'ai longtemps été très optimiste. Je suis désolé, je prends beaucoup de temps, tu m'excuseras, n'hésite pas à m'interrompre, Marie-Ève, mais j'ai longtemps été très optimiste parce que dans les révoltes, dans les révolutions contemporaines, lorsqu'il y a des aspects positifs, on les voit survenir 5 ans, 10 ans après. Ça a été le cas à la fin des années 60. On a vu les aspects positifs arriver dans les années 80. Il a fallu une douzaine d'années pour que ça puisse se concrétiser dans les politiques publiques. Au-delà du forum dont Martin nous a parlé en 2013-2014, qu'est-ce qui a persisté? Qu'est-ce qui radicalement, fondamentalement, a réellement changé après 2012? On tarde à voir les fruits. Et ce qui amène aujourd'hui peut-être, alors c'est peut-être le temps gris à l'extérieur qui me rend un peu morose, ou la fin de la session qui me rend un peu fatigué, et qui me fait en sorte que je vois le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais je commence à douter du fait que finalement les avancées ont été si profondes que ça, et si finalement la grande division qui émergeait à l'époque n'a finalement pas pris le dessus. Voilà. Merci, Florent, pour ton commentaire, mais j'ai tendance aussi, comme je disais, à rester assoiffée d'un impact réel et fondamental de ce mouvement-là. Mais je trouve que ce que Olivier et Alexandre ont apporté comme réflexion sur l'espace que le compromis peut-être décevant pour certains a laissé, a permis la réflexion et l'approfondissement d'autres enjeux qui sont tout aussi fondamentaux. Puis, j'ai beaucoup apprécié quand Alexandre et Olivier ont amené ce point-là que j'ai trouvé commun entre vos deux postures, parce que c'est vrai que les questions, soit de liberté académique ou d'équité, diversité, inclusion, tout ça, est-ce qu'on aurait tendance à les mettre de côté si on avait encore la tendance à réfléchir de manière c'est pas que c'est un exclut l'autre, mais si on était encore sur ce débat gel-dégel. Et donc, moi, je trouve que c'est sain, il y a quelque chose de sain. Alors, moi, je le vois comme un optimisme un peu florent dans les contre-coups du printemps érable, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sain là-dedans, mais que la complémentarité des deux types de réflexion, donc une réflexion plus macro sur l'idée d'université avec les enjeux plus spécifiques est aussi nécessaire. Puis, pour compléter un peu, puis parce que je m'en voudrais de ne pas mentionner cet aspect-là, mais pour revenir un petit peu à la question que Pierre-André avait soulevée, sans que ce soit nécessairement un engagement politique, moi, j'aimerais bien voir aussi, et c'est pas du tout ma connaissance approfondie là, sur le financement des universités, mais j'aimerais bien voir quelque chose aussi qui favorise la diversité des objets de recherche, parce que c'est très... Et puis, je suis critique de l'ingérence du politique dans les universités, non pas parce que c'est toujours mauvais, mais parce que si les objets de recherche sont toujours calés sur les priorités d'un gouvernement, elles deviennent forcément partisanes. Et là, on met de côté plein d'enjeux sociaux qui sont moins rentables, moins attirants pour un parti politique et qui méritent un approfondissement de la recherche académique. C'est pas juste de la recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée, mais il demeure qu'il y a toujours des enjeux importants qui sont mis de côté, par exemple en éducation, comme l'éducation des adultes marginalisés du système, ce n'est jamais financé. Alors moi, je sais pas si c'est un engagement politique à proprement parler, mais j'aimerais voir un terrain fertile à la diversification des objets de recherche dans le milieu universitaire. Merci beaucoup pour vos deux interventions. On terminerait avec la question de François René. Bonjour.
Je vais parler, vous me direz si mon Internet est un peu fluctuant ce matin, mais il fait soleil à Trois-Rivières, donc je vais être résolument optimiste de mon côté. Merci aux LIRES d'avoir organisé cette table ronde. C'est excessivement stimulant. Ce qui m'a intéressé dans ce que vous avez communiqué, c'est vos trajectoires de vie. Je suis un fan de l'histoire de vie des gens. Leur enfance, qui ont rencontré au secondaire, quels profs ils ont rencontrés et ultimement, qu'est-ce qui a pu marquer. Martin a parlé de tournant, on a parlé de choc, de crise et comment les trajectoires de vie individuelles et la trajectoire de la société peuvent converger à un moment clé d'une histoire. Chacun d'entre vous avait parlé que j'ai l'impression que vous avez déjà tous un amour profond pour la chose universitaire, mais que ça a confirmé ou réorienté certains choix par la suite. Puis juste ça, c'est wow! Et on pourrait faire ce genre de rencontre-là avec des milliers de personnes qui n'ont pas pris, évidemment, les mêmes destinées, mais reste que ça, symboliquement, c'est profond pour une société de savoir que plusieurs êtres humains se sont rencontrés, ont réfléchi, ont été choqués, et ont décidé de réorienter leurs choix personnels et professionnels. Donc, ça, pour moi, ça me parle beaucoup. Là où je me questionne, c'est justement autant en amour qu'au travail qu'en général, est-ce que ça prend des chocs pour faire émerger ou réaliser qu'on est bien ou qu'on n'est plus bien? J'ai trouvé ça excessivement intéressant aussi, la fin du gel-dégel, l'évolution de la réflexion collective sur l'enseignement supérieur. Je suis d'accord avec vous. L'arrivée du LIRES, ne serait-ce que cela, c'est merveilleux, mais je déconne, mais même pas. Je trouve ça, il y a eu progression, il y a eu évolution, c'est là, mais demeure qu'il y a un groupe de gens passionnés sur la chose universitaire, bon, qui se rencontrent dans l'URES, mais il y en a d'autres un peu partout. Des gens des universités, des cégeps qui se sont posés des questions différentes sur ce phénomène-là. C'est génial aussi. Comment ça a poussé, comment ça émerge, comment ça évolue? Mais moi, mon questionnement est plus, est-ce que dans 5 ans, 8 ans, la passion peut s'affaiblir, justement, et je vais terminer là-dessus, je m'étais intéressé dans mon mémoire à si on fait un voyage ou un stage en coopération internationale et on a un choc culturel, est-ce que ça influence notre cheminement de vie? Puis on s'était rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'une personne pouvait dire « Oh mon Dieu, ils sont pauvres en Afrique. Je reviens et je deviens gauchiste. » Et d'autres qui revenaient en disant « Hey, mon Dieu, je m'achète une voiture de luxe, une maison de luxe et je ne veux plus du tout aller revivre là. » Le même choc avec 2 personnes différentes avait créé des impacts complètement différents. Mais reste que pour la majorité des gens, pendant les premières années, cet impact-là de cet événement-là individuel, même chose pour des histoires, des problématiques collectives au niveau de la société, a un impact sur 5-10 ans. Mais par la suite, si on veut mousser l'Université du futur, si on veut qu'un groupe de gens continue à être intéressé à la chose, a-t-on nécessairement besoin d'un gouvernement qui s'arbre dans les finances, qui crée un choc volontairement pour réveiller une population où il y aurait une autre façon de stimuler cet amour-là, cette contagion-là? Donc, c'est ma question large qui est peut-être ésotérique et psychologique de pharmacie, mais moi, de vous entendre, ça me rend profondément optimiste parce qu'effectivement, il y a des cheminements de vie de plein d'individus qui ont transformé la société. Voilà. Là, je vais vite. Là. Moi, ça m'a permis de me révéler. Puis je dirais peut-être même juste exister, mais c'est un peu fort comme mot, mais je dirais plus me révéler, puis à moi-même, j'entends, parce que notamment sur la gestion de crise, jamais j'aurais pensé avoir des qualités que je me suis découvert dans la résolution de la crise étudiante, autrement qu'en le vivant. Puis, par la suite, c'est des qualités qui m'ont servi dans la crise sanitaire quand j'étais directeur dans le cabinet de Jean-François. Et il y a beaucoup d'événements de ma vie où je m'aperçois qu'on se révèle à nous-mêmes. Mais on peut faire autrement pour atteindre, on n'est pas obligé d'être tout le temps en crise. Je pense que les grandes crises, on les a eues pour un siècle,
un certain nombre d'années. Là. Moi, je n'en souhaite pas d'autres. Je ne pense pas en avoir d'autres. Puis je pense qu'on a, en termes de semences, tout ce qu'il faut pour développer le système. Mais il ne faut pas le voir sur 5 ans, il faut le voir sur 25, 30 ans comme cycle de développement avant une prochaine crise. Si on peut les éviter, tant mieux. Puis, il y a des choses qu'il faut retenir, là, à mon sens, qui sont fondamentales dans ce qu'on a vécu. On n'a pas abordé, mais tantôt, il y a la question de la gratuité qui a été abordée, mais la politique de la chaise vide, ce n'est pas une bonne idée. La décision de laisser quitter la table, ça a été une erreur fondamentale. Je ne suis pas en train de dire pourquoi je pense, etc. Ce que je vous dis, c'est poser la question à Pierre Duchesne. Il était plutôt favorable à l'idée de la gratuité, puis il était très ouvert au maintien du gel. Mais le fait que la CIE ait quitté la table, ça enlève une épine du pied du gouvernement et le ministre n'est pas capable de défendre cette idée-là à partir du moment où le joueur qui peut amener le plus de risques dans l'espace public a quitté la table. Ça, là, s'il y avait un message à retenir, c'est celui-là. Le deuxième, c'est la gratuité, ça peut arriver autrement que par ce qu'on pense au départ. Regardez ce qui se passe cette année. Le marché du travail est rendu tel que là, il y a 20-25 programmes dans lesquels on donne tellement d'argent en bourse que les gens payent leurs droits de scolarité puis peuvent même payer une partie de leur vie autour de ça, là, avec ce qui est donné comme argent, soit par des bourses qui visent des domaines spécifiques, soit par des bourses d'excellence dans d'autres domaines. Alors, on commence, c'est à géométrie variable, mais puis il y a probablement beaucoup de chemin à faire, là, mais il y a des chemins différents peut-être qu'on est en train de prendre pour atteindre des cibles similaires à celles qu'on souhaitait. Je vais tout de suite reprendre le contrôle de la discussion. Je remercie énormément Marie-Ève pour son animation. J'ai vraiment apprécié. C'est merveilleux que ce soit une étudiante actuelle qui questionne des anciens étudiants. Je remercie toutes les personnes qui se sont jointes à nous, à la fois ici sur Zoom et les gens qui sont en Facebook Live et les gens qui nous réécouteront par la suite sur d'autres plateformes. Je vous invite évidemment, si l'enseignement supérieur vous intéresse, à consulter le lires.ca. Nous organisons à chaque session différents événements publics. Donc, vous êtes toujours les bienvenus à ces événements, bien entendu. Je remercie toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, qui sont toutes et tous membres du LIRES. Et évidemment, ce sera un plaisir de vous revoir très bientôt. Et voilà, certains diront que la lutte continue, mais il y a plein de formes. Alors, continuons sur nos idéaux.